C'est un effort un peu plus, c'est pas institutionnalisé du tout. C'est un peu un effort pour dire qu'il y a toutes sortes d'espaces dans la ville de New York qui peut être un jardin. C'est à quelqu'un de décider qu'on veut avoir un jardin. Donc, mais comment c'est la pression? Parce que nous, on en est là. Cet endroit, on voudrait que ça reste comme ça. Eux, ils veulent construire. Alors comment on peut... Enfin, il n'y a pas de politique dans la ville qui dit qu'on peut faire reconnaître certains lieux comme des lieux publics, mais pas chapeautés, tu vois. Ouais. On n'y touche plus et puis ça s'organise avec les gens. Mais on n'a pas de petits points comme ça dans nos lois à nous. Alors il faut carrément faire un projet de loi et demander que ça existe, parce que du coup on n'a rien. Ouais, et en fait je pense que c'est pas... même si c'est plus avancé à New York et même dans d'autres villes, parce que j'ai aussi travaillé dans près de San Francisco, c'est le même sujet, que même si c'est un peu plus avancé peut-être, le soutien du gouvernement ou de la ville à Paris pour répondre à un mouvement populaire pour avoir l'agriculture urbaine dans la ville. Alors j'ai parlé de ces mouvements dans les années 60 et 70 à New York. C'était vraiment ce mouvement-là qui a donné naissance aux programmes gouvernementaux à New York. Alors il y a une organisation qui s'appelle Green Guerrillas. Green Guerrillas. Je les connais parce qu'il y en a ici. Qui est au début, dans les années 60 et 70, on fait un peu la même chose que vous faites ici, même si l'échelle était plus petite, parce que New York n'a pas beaucoup de grands espaces comme ça, qui sont disponibles, je veux dire. On a beaucoup de parcs qui sont assez grands. Mais, alors c'était un effort, comme vous faites ici. Après, cela est devenu tellement populaire, et je dis que c'était, à mon avis, il y avait quand même une politique là-dedans aussi, que le gouvernement, la ville, a décidé qu'il fallait avoir un programme aussi. Et je suppose qu'on pourrait avoir un débat sur la question de si c'était un effort de la ville pour institutionnaliser quelque chose qui était plus populaire, plus, c'est pas anti-institution. Mais alors c'est un débat, mais pour moi la réalité c'est que à la base c'était un effort, c'était un mouvement des gens et le gouvernement a au niveau de la com institutionnelle de la municipalité ici ou ailleurs en France, ils soutiennent la création de jardins partagés. Il y a un service à la mairie qui s'occupe de ça, le Main Verte, je ne sais pas quoi, le programme Main Verte. Donc il faut voir le décalage de discours. Il y a quelques jardins partagés bien identifiés, par contre les besoins des quartiers, en particulier les quartiers défavorisés, tout ça, ne sont pas nécessairement pris en compte. C'est là-dessus qu'il faut jouer, analyser, etc. Parce que Sorel, comme ces éléments de langage, c'est on soutient les jardins partagés. Et là, on est embêté. Il met des moutons à Malbosse. Il met des moutons à Malbosse. Donc il a quand même une idée. Oui, mais c'est de la com. C'est un sujet qu'on étudie dans mon labo. Il y a une politique des jardins dans la commune de Montpellier. Elle vient directement de New York. Et c'est même très daté, c'est qu'en fait il y a eu un certain nombre de personnes qui travaillaient plutôt dans l'éducation à l'environnement, l'éducation populaire, qui avaient commencé à développer les premiers jardins. Et à Montpellier, c'est Vincent Lardet qui dirigeait l'écolothèque de Saint-Jean-de-Védas. Et en fait, il y a eu une mission organisée par je ne sais plus quelle association à New York à la fin des années 90. Et il y a eu des personnes qui sont parties pour voir le modèle des jardins partagés, donc qui sont les jardins communautaires, en fait ils s'appellent les jardins communautaires à New York. Et quand ils sont revenus, il y avait des gens de Paris, de Lille et de Montpellier. Et du coup c'est Lille qui a créé le premier jardin partagé, ensuite Paris, et Montpellier a commencé sous l'impulsion de Vincent Lardet à créer les premiers jardins partagés en 2004. Et c'est vrai qu'il y avait quand même une demande la mairie en fait était confrontée à des demandes de gens qui voulaient des parcelles de jardin, il n'y en avait pas dans la ville, etc. Donc c'est la rencontre entre ces deux mouvements qui ont fait que la ville a développé une politique de jardin partagé qui est une politique assez structurée puisqu'en fait dans chaque quartier il y a un jardin partagé, donc on en est à peu près à 25 je crois aujourd'hui.
Et donc avec toute une organisation où chaque jardin partagé, un cahier des charges de faire de l'agriculture biologique, etc. Et à Montpellier, donc ils ont ancré ça dans la politique d'aménagement et notamment la politique de la biodiversité. Vous savez que Montpellier est reconnu pour la biodiversité, etc. Et donc ce programme Main verte vient s'insérer dans cette politique de la biodiversité. Mais ceci dit, des endroits comme ça n'ont jamais été, au moment important qui était en fait par rapport à la question de la reconnaissance de ces lieux par rapport à la nature, à l'agriculture, c'est le moment de révision des plans locaux d'urbanisme. Et ça, c'est tous les 10 ans en France. Et en fait, ce qui s'est passé en 2006, c'est que quand il y a eu le plan local d'urbanisme, ce lieu-là n'a plus été, parce qu'il était dans l'ancien poste, un espace classé. Voilà. Il est devenu un espace à urbaniser en 2006. Voilà. Et donc, si vous voulez, ça explique qu'à partir du moment où il y a ce droit légal en fait d'inscrit dans les zonages, eh bien, voilà, c'est légitime que de faire. Et Christine ne l'a pas dit, mais il y a quand même 1000 jardins à New York. C'est ça. Oui. 1000 jardins communautaires. Donc vous voyez le phénomène. Moi j'ai une petite question. Est-ce qu'à New York, dans l'État de New York, l'herbe à fumer, est-ce que c'est légalisé là-bas, l'herbe à New York? Ce n'est pas légalisé. Ah ouais, pas comme dans les autres États. Et donc les lois à propos de l'herbe sont différentes dans tous les États et dans de différentes villes aussi. Donc en ce moment à New York, il y a une certaine, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est-à-dire que tolérance. C'est toléré. il y a peut-être, on voit qu'il y a des infractions légales qui sont plus sérieuses que ça. Donc alors c'est pas légal, mais bon, c'est toléré. Parce que la problématique auquel nous sommes exposés ici, c'est que c'est un espace qui, en friche, est un lieu de mixité sociale, où il y a différentes classes sociales qui se retrouvent à peu près dans un même quartier. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que cet espace devienne un lien social entre différentes communautés, entre guillemets de race, on peut le dire aux États-Unis, mais à caractère social, socio-professionnel. Est-ce qu'aux États-Unis, il y a des jardins partagés pour les communautés mexicaines, noires, juives, hispaniques et des choses comme ça? Est-ce que c'est réparti? Est-ce qu'il y a pour objectif, les jardins partagés aux États-Unis, de créer du lien social entre les différentes communautés de race? On a tendance de dire on fait de la justice sociale, on va réaliser la justice sociale à travers le jardinage sans définir ce que ça veut dire. Pour nous, si on veut vraiment lutter les inégalités et les injustices de base, il faut définir ce qu'on veut dire par ce concept. Alors, il y a différentes approches à la justice sociale. Et il y a des groupes dont on parle dans ce livre qui visent la justice raciale. Mais là, c'est une réussite. C'est une réussite chez eux, quoi. Ouais. C'est je sais pas. Mais chez nous, ça marche pas. Et vous en avez entendu parler des incroyables comestibles? Ça pas ce groupe-là, mais je comprends le concept. Concept. Très intéressant. En fait, c'est planté dans l'espace public, partout, sur les trottoirs. Et des légumes, toute personne peut cueillir. D'accord. Alors chez nous, on l'appelle le guerrilla gardening. Oui, c'est ça, c'est proche de guerrilla gardening. Pas cher pour les produits sucrés et les produits gras, les produits surgelés, etc. Et donc finalement, les ménages à faible moyen n'achètent que ce produit. Et du coup, derrière, il y a les maladies qui sont liées à cet excès calorique, notamment les problèmes de surpoids, d'obésité, qui sont des maladies de la pauvreté. Et pour vous donner, je le dis toujours, mais il y a une étude sur les enfants de 4 à 5 ans sur le quartier de la Frébès, qui a un taux de prévalence du surpoids et de l'obésité 2 fois supérieur à la moyenne de Montpellier. Donc ça veut dire que, oui, et c'est la même chose à la Paillade, etc. Donc en fait, il y a vraiment un lien entre qualité alimentaire et pauvreté. Donc dans ce sens-là, l'agriculture urbaine, comme dit Christine, si elle permet de produire à très bas coût
des produits frais qui diversifient l'alimentation. Ben, ça fait beaucoup de pistes pour arriver à notre but, tout ça, Voilà, merci. ça nous donne Et en des fait, je idées, voulais des juste vous dire aussi qu'il y a un projet qui est un peu, c'est un peu plus pareil que ce que vous faites ici, qui s'appelle Occupy the Farm. Ah, enfin. Alors, je suppose que vous connaissez le mouvement de Occupy, Ouais. mais c'est en Californie où il y a un terrain qui appartient à l'Université de Californie, à Berkeley, qui a toujours été une ferme expérimentale pour l'université, et c'est fait en bio. Il y a une partie en bio. C'est pas très grand et je ne me rappelle plus la